Mes parents m'ont dit que je devais me débrouiller financièrement, puis ils ont acheté un appartement à ma sœur pour ses 21 ans. J'ai discrètement déménagé dans un autre état. 4 ans plus tard, ma thèse a fait la une des journaux nationaux, et ils l'ont appris sur Facebook, comme tout le monde. Je n'aurais jamais pensé écrire cette histoire, mais après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de le raconter. Je m'appelle Anita, et ceci est l'histoire de la manière dont le favoritisme de mes parents s'est retourné contre eux, de la façon la plus spectaculaire qui soit. En grandissant, j'ai toujours su que ma sœur cadette, Emma, était l'enfant préféré. Emma est née quand j'avais 3 ans, et dès le premier jour, il était clair qu'elle ne pouvait rien faire de mal. Emma était extravertie, charmante, et elle avait cette capacité naturelle à faire en sorte que tout le monde tombe amoureux d'elle. J'étais plus calme, plus studieuse, et apparemment moins digne d'attention. Le favoritisme n'était pas subtil. Quand Emma voulait des leçons de danse, des cours d'art ou des camps d'été coûteux, de l'argent apparaissait de nulle part. Quand j'ai demandé une calculatrice scientifique pour mon cours de mathématiques avancées, on m'a dit de me contenter de celle que nous avions à la maison. Pour son 16e anniversaire, Emma a eu une voiture neuve, une jolie petite Honda Civic avec un ruban dessus, comme dans les publicités. J'ai eu des leçons de conduite et on attendait de moi que je sois reconnaissante. Mais je me suis dit que ce n'était pas grave. J'étais l'intellectuel, la responsable. J'ai maintenu une moyenne parfaite tout au long du lycée, j'ai obtenu plusieurs bourses d'études, et j'ai été accepté dans une université prestigieuse avec une bourse partielle pour leur programme de génie biomédical. Mes parents semblaient fiers, à leur manière distante, mais les éloges semblaient toujours creux comparés à la joie sincère qu'ils montraient quand Emma marquait un but au football ou décrochait un petit rôle dans la pièce de l'école. Le véritable déclic a eu lieu pendant ma dernière année de lycée. J'étais stressé par le financement de mes études, car même avec ma bourse partielle, j'aurais besoin d'aide pour le logement, les livres et les frais de subsistance. Le programme d'ingénierie était exigeant, et travailler à plein temps en parallèle n'était pas réaliste, si je voulais maintenir mes notes. Un soir, après le dîner, j'ai réuni mes parents dans le salon. Papa lisait le journal dans son fauteuil préféré, et maman pliait du linge sur le canapé. La télé était allumée en fond sonore, une émission de cuisine que maman aimait avoir pour le bruit. Je dois vous parler des frais de scolarité, commençai-je, l'estomac noué par l'anxiété. Papa leva les yeux de son journal avec une expression que j'avais déjà vue, ce regard légèrement agacé qu'il prenait lorsque des questions pratiques interrompaient sa routine du soir. « Anita, nous en avons déjà parlé », dit maman sans lever les yeux de la serviette qu'elle pliait. « Tu as eu des bourses pour une raison. Tu es assez intelligente pour te débrouiller. Mais la bourse partielle ne couvre qu'environ 60% des frais de scolarité, expliquai-je, en sortant les documents d'aide financière que j'avais organisés dans un dossier. Avec le logement, les livres, les frais de laboratoire. Il faudra que tu prennes des prêts, m'interrompit papa, sa voix portant ce ton final qui signifiait que la discussion était terminée. Travaille plus d'heures à l'épicerie. Tu as 18 ans maintenant, Anita. Tu dois te débrouiller financièrement. Il est temps que tu apprennes à être indépendante. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Me débrouiller financièrement. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, mais j'ai hoché la tête et je suis allé dans ma chambre. J'ai passé cette nuit-là à demander des prêts supplémentaires et à calculer combien d'heures je devrais travailler pour joindre les deux bouts. Le calcul était brutal, mais j'ai réussi. Comme toujours. L'université a été plus difficile que prévu, non pas sur le plan académique, mais financièrement et émotionnellement. Je travaillais 25 heures par semaine à la librairie du campus, j'ai contracté des prêts importants, et je vivais de nouilles instantanées et de sandwichs au beurre de cacahuètes. Ma colocataire, Jessica, m'invitait souvent à dîner ou au cinéma, mais je devais généralement refuser. Elle venait d'une famille qui envoyait des colis et de l'argent pour s'amuser. Je ne pouvais pas m'identifier à cela. J'appelais à la maison tous les dimanches, parlant surtout à maman pendant que papa regardait le football en arrière-plan. Emma avait commencé sa 2e année de lycée et semblait s'épanouir. Elle avait rejoint le club de théâtre, était devenue pom-pom girl, et sortait avec un garçon nommé Marcus, que papa appréciait vraiment. Quand je partageais mes réussites académiques, être sur la liste du doyen, être sélectionné pour un programme de recherche compétitif, décrocher un stage dans une entreprise de biotechnologie, les réponses étaient polies mais brèves. C'est bien, ma chérie, disait maman. Oh, il faut que je te parle de la performance d'Emma dans la pièce de l'école. Elle a eu une standing ovation. J'ai commencé à appeler moins souvent pendant ma 3e année.
Quelque chose avait changé dans ma relation avec ma famille, bien que je n'ai réalisé à quel point que plus tard. J'avais été sélectionné pour un programme de recherche exclusif, travaillant avec le docteur Martinez sur le développement d'implants médicaux biodégradables. C'était un travail de pionnier, le genre d'opportunité qui pouvait définir une carrière. J'étais l'une des 3 seules étudiantes de premier cycle choisies dans tout le pays. Quand j'ai appelé à la maison avec la nouvelle, sincèrement excité pour la première fois depuis des mois, la réponse de maman a été tiède. Ça a l'air de prendre beaucoup de temps, Anita. Tu es sûre de ne pas en faire trop? J'ai essayé d'expliquer l'importance, comment cela pourrait mener à des opportunités de 3e cycle, voire à une admission anticipée en doctorat, mais je pouvais entendre Emma rire de quelque chose en arrière-plan, et maman n'arrêtait pas de se laisser distraire. Eh bien, tant que tu es heureuse, dit-elle finalement. Oh, Emma vient d'être invitée au bal de fin d'année par le garçon le plus adorable. Nous allons faire du shopping pour sa robe ce week-end. J'ai raccroché, me sentant plus seul que jamais. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai arrêté d'essayer de rivaliser pour leur attention. J'ai arrêté d'appeler chaque semaine. Je me suis entièrement concentré sur ma recherche, mes études, et sur la construction de relations avec des gens qui appréciaient vraiment ce que je faisais. Le docteur Martinez est devenu un mentor, et mes partenaires de recherche, Kevin et Lisa, sont devenus des amis proches. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'appartenir à quelque part. J'étais tellement absorbé par mon travail que j'ai failli manquer le message de groupe familial qui a tout changé. C'était un samedi matin d'octobre, lors de ma dernière année. J'étais au laboratoire tôt, effectuant des tests sur notre dernier prototype, quand mon téléphone a vibré avec un message d'Emma dans notre conversation de groupe. Les amis, je n'arrive pas à y croire. Puis sont venues les photos, des clichés d'aspect professionnel d'un magnifique appartement de 2 chambres avec des comptoirs en granit, des parquets, et un balcon donnant sur un lac. Les meubles étaient tous neufs, un canapé sectionnel moelleux, une table à manger qui coûtait probablement plus que ce que je dépensais en nourriture en 6 mois, et une chambre à coucher qui semblait tout droit sortie d'un magazine. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages. Emma, maman et papa m'ont fait la surprise pour mes 21 ans. Je suis officiellement propriétaire. Maman, notre petite fille mérite le meilleur. Si fière de toi, Emma. Papa, j'espère que tu l'adores, ma chérie. Tu l'as bien mérité. Emma, je n'arrête pas de pleurer de joie. Merci, merci, merci. Les meilleurs parents du monde. Je fixais mon téléphone dans le laboratoire vide, le silence seulement rompu par le bourdonnement des équipements et le son lointain de ma propre respiration. Un appartement. Ils avaient acheté un appartement à Emma pour son 21e anniversaire. J'ai fait défiler message après message de félicitations, d'émojis en forme de cœur, et de photos d'Emma posant avec un énorme ruban collé sur la porte d'entrée. Les mêmes parents qui m'avaient dit que je devais me débrouiller financièrement venaient d'acheter à leur fille cadette une maison qui coûtait probablement plus que la totalité de mes études. Je suis resté assise là pendant 20 minutes, à regarder les messages. Personne n'avait demandé où j'étais ni pourquoi je ne répondais pas. Dans une conversation de groupe familial célébrant un événement majeur, mon silence est passé complètement inaperçu. C'est là que quelque chose en moi s'est brisé. Mais pas comme du verre qui se fracasse. Plutôt comme lorsqu'on arrête enfin de forcer une clé dans la mauvaise serrure. C'était fini. Je n'ai pas répondu à la conversation de groupe. Je n'ai pas appelé pour féliciter Emma ou demander à mes parents comment ils avaient soudainement trouvé de l'argent pour un appartement alors qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour mes manuels. J'ai simplement éteint mon téléphone et je suis retourné travailler. Ce week-end-là, j'ai pris une série de décisions qui, je le savais, définiraient le reste de ma vie. Premièrement, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Martinez pour discuter des options de 3e cycle, pas n'importe lesquelles, mais des programmes qui m'emmèneraient loin de chez moi, de préférence avec un financement complet et des opportunités de recherche correspondant à mon expertise croissante en biomatériaux. Deuxièmement, j'ai commencé à envisager de changer légalement mon nom et mon adresse, pour m'assurer que mes futures réussites ne seraient pas facilement rattachées à ma famille. Je ne voulais pas qu'ils profitent de mon succès quand cela les arrangeait, tout en m'ignorant le reste du temps. Troisièmement, j'ai commencé à documenter chaque détail de ma recherche de manière méticuleuse. Quelque chose me disait que ce serait important. Le docteur Martinez m'a incroyablement soutenu lorsque je lui ai expliqué ma situation, bien que j'ai minimisé le drame familial et me sois concentré sur mes objectifs académiques. Anita,
ton travail sur les stents cardiaques biodégradables a été exceptionnel, a-t-elle dit lors de notre réunion dans son bureau, qui était tapissé de récompenses et de photos de conférences du monde entier. J'ai correspondu avec des collègues de plusieurs programmes de premier plan Stanford, MIT, Johns Hopkins. Ils sont tous intéressés par des étudiants avec ton profil. Je recherche quelque chose avec un financement complet, dis-je prudemment, et de préférence sur la côte ouest. Je veux un changement de décor complet. Elle a hoché la tête d'un air entendu. Les familles universitaires comprenaient souvent le besoin d'établir son indépendance par rapport à ses racines. J'ai l'opportunité parfaite, dit-elle en sortant un dossier. Le Dr Chen à Stanford lance une nouvelle initiative de recherche sur les implants médicaux de nouvelle génération. C'est un programme de doctorat de 5 ans avec financement complet, assurance maladie, et une bourse généreuse. Le travail s'appuie directement sur ce que tu as fait ici. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Stanford, un financement complet, une chance de travailler avec l'un des plus grands chercheurs dans mon domaine. Que devrais-je faire? Tes notes et tes dossiers de recherche parlent d'eux-mêmes. Je t'écrirai une lettre de recommandation, bien sûr. La principale exigence est que tu t'engages pour la totalité du programme et que tu sois prête à déménager. Déménager. Ce mot sonnait comme la liberté. J'ai postulé cette semaine-là et j'ai été accepté en un mois, bourse complète, poste d'assistante de recherche, et une allocation qui me permettrait de vivre confortablement tout en poursuivant mon doctorat. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que quelqu'un croyait en mon potentiel. Le plus difficile a été de ne pas le dire à ma famille. Je le voulais. Une partie de moi voulait appeler à la maison et partager cette nouvelle incroyable, entendre la fierté dans la voix de mes parents, me sentir à nouveau leur fille. Mais chaque fois que je prenais le téléphone, je me souvenais des photos de l'appartement, de l'excitation d'Emma, et de la générosité facile de mes parents quand il s'agissait de leur enfant préféré. Au lieu de cela, j'ai terminé ma dernière année en silence. J'ai obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction, mais je n'ai pas invité ma famille à la cérémonie. Je leur ai dit que c'était juste une petite cérémonie de département, rien de spécial. Ils n'ont pas insisté pour avoir des détails. La vérité, c'est que c'était une belle cérémonie. Le docteur Martinez a prononcé un discours sur l'avenir du génie biomédical, et j'ai été récompensé pour mes contributions à la recherche de premier cycle. Mes partenaires de laboratoire, Kevin et Lisa, étaient là, ainsi que plusieurs professeurs qui m'avaient encadré. C'était parfait, sans la complication du drame familial. 2 semaines après la remise des diplômes, j'ai mis tout ce que je possédais dans ma vieille Honda et j'ai conduit jusqu'en Californie. J'ai laissé un mot à ma colocataire, Jessica, j'ai fait suivre mon courrier à ma nouvelle adresse, et j'ai mis à jour mes contacts d'urgence pour y inscrire mon conseiller de premier cycle, le docteur Rodriguez, à la place de mes parents. Je n'ai dit à ma famille que je déménageais qu'une fois parti. Le SMS que j'ai envoyé était bref, j'ai commencé un programme de doctorat à Stanford. Mon nouveau numéro est numéro. Nouvelle adresse, adresse. Je serai assez occupé par la recherche ces prochaines années. Les réponses ont été immédiates et exactement ce à quoi je m'attendais. Maman, Stanford? Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu postulais? Nous t'aurions aidé à déménager. Papa, félicitations, ma chérie. C'est une grande étape. Appelle-nous quand tu seras installé. Emma, OMG, Anita, c'est génial. La Californie, c'est trop cool. Je n'ai pas répondu. J'en avais fini de jouer le rôle de la fille reconnaissante. Stanford était tout ce dont j'avais rêvé. Le laboratoire du docteur Martinez était à la pointe de la technologie, mes collègues doctorants étaient brillants et motivés, et les ressources disponibles pour la recherche étaient époustouflantes. Pour la première fois de ma vie, j'étais entouré de gens aussi passionnés que moi par la découverte scientifique. Mes recherches se concentraient sur le développement de biomatériaux intelligents capables de s'adapter à différentes conditions dans le corps humain. C'était un travail complexe, exigeant, qui demandait de longues heures et un dévouement total. J'ai adoré chaque minute. Le docteur Martinez était un mentor incroyable. Elle avait bâti sa réputation sur des approches novatrices des matériaux biomédicaux, et elle m'encourageait à penser au-delà des solutions conventionnelles. J'aimais aussi la distance avec ma famille, à la fois physique et émotionnelle. Mes parents appelaient de temps en temps, généralement pour les vacances ou mon anniversaire. Les conversations étaient polies, mais superficielles. Ils demandaient comment allaient les études, je donnais de brèves nouvelles, et ils partageaient les dernières aventures d'Emma.
Elle avait obtenu son diplôme en communication et travaillait dans une agence de marketing chez nous. Elle était fiancée à Marcus, le petit ami du lycée qui était resté, et il préparait un grand mariage. Tu seras la demoiselle d'honneur d'Emma, bien sûr, a mentionné maman lors d'un appel. Je devrais voir si je peux prendre congé du laboratoire, dis-je sans m'engager. La vérité, c'est que je n'avais aucune intention de participer au mariage d'Emma. J'étais alors plongé dans la recherche pour ma thèse, et la dernière chose que je voulais, c'était de rentrer à la maison et de prétendre que nous étions une famille proche et aimante. J'ai envoyé un beau cadeau de la liste de mariage et une carte polie disant que je ne pouvais pas venir en raison d'engagements universitaires. La réponse a été une note de remerciement laconique d'Emma qui dégageait un sentiment de blessure, mais je n'ai pas laissé cela me déranger. Ils avaient clairement montré leur priorité quand ils lui avaient acheté un appartement tout en me disant que je devais me débrouiller seul. Les années ont passé. J'ai publié des articles, fait des présentations à des conférences, et je me suis fait un nom dans mon domaine. Ma recherche de thèse se déroulait incroyablement bien, mieux que quiconque ne l'avait prévu. Je développais un nouveau type de stent cardiaque biodégradable qui pouvait réellement favoriser la guérison tout en se dissolvant sans danger dans le corps. Les premiers tests montraient qu'il pourrait révolutionner la chirurgie cardiaque et sauver des milliers de vies. Le docteur Chen était ravi de mes progrès. Anita, ce travail est révolutionnaire. Nous devons commencer à penser à une publication dans une revue de premier plan Nature, peut-être Science. J'étais dans ma 4e année de programme quand tout a changé. Je travaillais sur un aspect particulièrement difficile de ma recherche, trouver comment contrôler le taux de dissolution du matériau du stent pour qu'il corresponde au processus de guérison du tissu cardiaque. Cela nécessitait de développer une matrice polymère entièrement nouvelle, et la chimie était incroyablement complexe. La percée est arrivée à 2 heures du matin, un mardi de mars. J'étais seul au laboratoire, effectuant ce qui semblait être la 1000e itération d'une synthèse chimique, quand soudain, tout s'est mis en place. Le polymère s'est comporté exactement comme je l'avais théorisé. Le taux de dissolution était parfait, et les tests de biocompatibilité étaient exceptionnels. J'ai immédiatement appelé le docteur Martinez, sans me soucier qu'il soit au milieu de la nuit. « Tu l'as fait ?» a-t-elle dit après que je lui ai expliqué les résultats. « Anita, tu l'as vraiment fait. Ça va tout changer. » Elle avait raison. En quelques semaines, nous avons eu la confirmation que mon concept de stent intelligent pouvait réduire le temps de récupération de 30% et éliminer pratiquement le risque de complications liées aux implants permanents. L'industrie des dispositifs médicaux a immédiatement pris note. Le processus de publication a avancé à un rythme raisonnable pour les normes académiques. Nous avons soumis notre article à Nature et avons reçu une acceptation en 8 mois, ce qui reste impressionnant pour une revue aussi compétitive. La publication était prévue pour octobre, et l'équipe de presse de la revue parlait déjà d'en faire la couverture. Mais le véritable tournant est survenu lorsque le docteur Chen m'a transféré un email qui m'a fait trembler la main. Anita, commençait l'email d'un journaliste du Science Times, nous aimerions présenter votre recherche sur les stents cardiaques dans notre prochain numéro sur les percées médicales. Ce travail a le potentiel de sauver des millions de vies, et nous voulons raconter votre histoire. Science Times, la publication scientifique la plus lue du pays, celle qui transformait les chercheurs universitaires en non connus du grand public. Le processus d'interview était surréaliste. Les journalistes voulaient tout savoir, mon parcours, mon inspiration, mes projets futurs. J'ai parlé des aspects techniques de la recherche, des années d'essais et d'erreurs, et des applications potentielles. J'ai soigneusement évité de mentionner ma famille ou mes motivations au-delà de la curiosité scientifique. Le photographe a pris des dizaines de clichés de moi dans le laboratoire, travaillant avec l'équipement que j'avais utilisé pour développer les stents. Sur une photo, je tiens un minuscule prototype de stent, souriant sincèrement pour la première fois depuis des années. Sur une autre, je suis à mon ordinateur en train d'analyser des données, avec plusieurs moniteurs affichant des modèles moléculaires complexes. Je n'ai rien dit de tout cela à ma famille. L'article devait être publié un jeudi d'octobre. Le docteur Chen avait organisé une petite célébration au laboratoire, et plusieurs entreprises de dispositifs médicaux avaient déjà pris contact pour des accords de licence. Ma soutenance de thèse était prévue pour le mois suivant, et j'avais de multiples offres d'emploi d'entreprises de biotechnologie et d'institutions universitaires. J'étais enfin, complètement, totalement indépendante et j'avais réussi au-delà de tout ce que mes parents avaient jamais accompli. Mercredi soir, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, sachant que l'article serait mis en ligne à minuit, heure de l'Est.
Quand il est enfin apparu, je l'ai lu 3 fois de suite. Le titre était parfait, une doctorante de 23 ans développe un stent cardiaque révolutionnaire qui pourrait sauver des millions de vies. L'article était tout ce que j'avais espéré. Il expliquait la percée technique en des termes accessibles, incluait des citations de cardiologues de renom sur l'impact potentiel, et présentait un encadré sur les possibilités commerciales. Il y avait des photos de moi dans le laboratoire, l'air confiant et accompli. Mais la partie qui m'a fait sourire était la biographie de l'auteur à la fin. Anita Martinez est doctorante en génie biomédical à l'université de Stanford. Ses recherches portent sur les biomatériaux intelligents pour des applications médicales. Elle a obtenu son diplôme de premier cycle avec la plus haute distinction et a publié 4 articles évalués par des pairs. Martinez prévoit de lancer une start-up pour commercialiser sa technologie de stent. Anita Martinez. J'avais légalement changé mon nom 2 ans plus tôt, en prenant le nom de famille du docteur Martinez pour honorer le mentor qui avait cru en moi quand ma propre famille ne l'avait pas fait. Cela garantissait également que mes parents ne relieraient pas facilement mes réussites à leur fille, Anita. L'article est devenu viral immédiatement. Le vendredi matin, il avait été partagé des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Les professionnels de la santé le qualifiaient de percée qui allait changer les soins cardiaques pour toujours. Des sociétés d'investissement me contactaient pour des opportunités de financement. Les chaînes de télévision voulaient des interviews. J'étais assise dans le laboratoire, essayant de digérer cette attention soudaine, quand mon ancien téléphone, celui que je gardais mais que j'utilisais rarement, a commencé à vibrer de notifications. SMS après SMS après SMS. Maman, Anita, c'est toi? Appelle-moi immédiatement. Papa, je viens de voir l'article du Science Times. Nous devons parler. Emma, OMG, Anita, c'est vrai? Tu es célèbre. Maman, ton père appelle Stanford en ce moment. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Emma, tout le monde partage cet article sur toi. Maman pleure. Papa, Anita Marie, appelle à la maison maintenant. Je fixais les messages, ne ressentant absolument rien. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de regret, juste une observation calme et détachée qu'il m'avait enfin remarqué. Mon nouveau téléphone a sonné. C'était le docteur Martinez. Anita, félicitations. L'article est partout. NPR veut interviewer cet après-midi, et Good Morning America demande une apparition en direct la semaine prochaine. C'est incroyable, dis-je, en regardant toujours les messages frénétiques de ma famille. Je suis prête pour tout ce qui va suivre. Il y a autre chose, a-t-elle poursuivi. L'Office des brevets a accéléré tes demandes. 3 grandes entreprises de dispositifs médicaux se livrent une guerre d'enchères pour les droits de licence. Nous parlons de sommes substantielles, Anita, assez pour financer ton propre laboratoire de recherche. J'ai senti un sourire sincère se dessiner sur mon visage. Mon propre laboratoire. L'Institut de recherche en biomatériaux Martinez sonne bien, n'est-ce pas? Après avoir raccroché, je me suis assise dans le laboratoire silencieux et j'ai pensé au chemin qui m'avait mené ici. Il y a 5 ans, j'étais une étudiante en difficulté, mangeant des nouilles instantanées et me demandant si mes parents seraient un jour fiers de moi. Maintenant, j'étais sur le point de lancer une révolution médicale et de devenir financièrement indépendante au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Mon ancien téléphone vibrait toujours de messages. Je l'ai pris et j'ai fait défiler des dizaines de SMS de mes parents, d'Emma, de membres de la famille élargie, et même de quelques anciens amis du lycée qui avaient apparemment vu l'article partagé sur les réseaux sociaux. Tout le monde voulait renouer le contact, célébrer, faire partie de mon succès. L'ironie était parfaite. Ils m'avaient dit que je devais me débrouiller financièrement, et je les avais pris au mot. J'avais réussi entièrement sans leur aide, et maintenant, ils voulaient revenir. J'ai rédigé une seule réponse et l'ai envoyée à la conversation de groupe familial, je vous remercie pour vos félicitations. Je suis sûr que vous pouvez comprendre que je suis incroyablement occupé par des interviews et des réunions d'affaires liées à ma recherche. Je vous contacterai lorsque mon emploi du temps le permettra. C'était poli, professionnel, et complètement non engageant. Les réponses ont été immédiates et de plus en plus désespérées. Maman, Anita, s'il te plaît, appelle-moi. Je ne comprends pas pourquoi tu as changé de nom. Nous sommes si fiers de toi. Papa, nous avons vu que l'article dit que tu crées une entreprise. Nous aimerions discuter d'opportunités d'investissement. Emma, Anita, je suis tellement désolé que nous ayons perdu le contact. Je n'avais aucune idée que tu faisais un travail aussi incroyable.
Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Maman, j'ai raconté à tout le monde l'histoire de ma brillante fille. Madame Peterson, la voisine, a vu l'article et a dit qu'elle avait toujours su que tu étais spécial. J'ai failli rire à cette dernière. Madame Peterson m'avait vu tondre leur pelouse pour de l'argent de poche pendant le lycée, tandis qu'Emma recevait une allocation pour ne rien faire. Au cours des semaines suivantes, l'attention des médias s'est intensifiée. Je suis apparu dans Good Morning America, Science Friday de NPR, et plusieurs podcasts médicaux. Le New York Times a publié un article de suivi sur les jeunes innovateurs en biotechnologie. Forbes m'a incluse dans sa liste 30 Under 30 pour le secteur de la santé. Chaque article mentionnait brièvement mon parcours, doctorante à Stanford originaire du Midwest, première de sa famille à poursuivre des études scientifiques supérieures. J'ai veillé à minimiser les détails personnels et à me concentrer sur la recherche et son impact potentiel. Pendant ce temps, les tentatives de ma famille pour me contacter sont devenues de plus en plus frénétiques et manipulatrices. Maman a commencé à appeler depuis différents numéros lorsque j'ai arrêté de répondre à la ligne principale. Elle a laissé des messages vocaux qui commençaient par des excuses et devenaient de plus en plus colériques. Anita, je ne comprends pas pourquoi tu nous exclus. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. Rappelle-moi. Puis, Anita, ce n'est pas juste de nous punir comme ça. Nous avons fait de notre mieux pour t'élever. Nous sommes fiers de ton succès. Et enfin, Anita Marie, c'est ridicule. Tu ne peux pas couper les ponts avec ta famille à cause d'une prétendue offense datant d'il y a des années. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Prétendue offense. Cette expression m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur vision de la situation. Papa a essayé une approche différente, en envoyant des emails sur des opportunités commerciales et des partenariats d'investissement familiaux. Il avait apparemment fait des recherches sur les startups de biotechnologie et voulait discuter de la manière dont la famille pourrait participer au succès d'Anita. Les messages d'Emma étaient les plus manipulateurs. Elle alternait entre des sentiments de blessure et un faux lien sororal. Anita, tu me manques tellement. Je n'avais jamais réalisé à quel point je dépendais de t'avoir dans ma vie. S'il te plaît, ne laisse pas ce succès changer qui tu es. Puis, j'ai vu ton interview à Good Morning America, et j'ai pleuré. Je suis si fier d'être ta sœur. J'ai raconté à tout le monde ton travail incroyable. Marcus et moi pensons à fonder une famille bientôt, et je veux que mes enfants connaissent leur brillante tante Anita. S'il te plaît, ne laisse pas ce qui s'est passé entre nous t'empêcher de faire partie de nos vies. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Le moment décisif est arrivé lorsque j'ai reçu un message LinkedIn de quelqu'un que je ne connaissais pas. Bonjour, Anita. Je suis un journaliste travaillant sur un article de suivi concernant la réaction de votre famille à votre succès. Je crois comprendre qu'il pourrait y avoir une histoire intéressante derrière votre relation avec vos parents. Seriez-vous intéressé à partager votre point de vue? Quelqu'un avait fouillé, probablement mes parents, essayant de tirer parti de mon succès pour leur propre attention. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps de prendre le contrôle du récit. J'ai programmé une interview de suivi avec le Science Times, la publication qui avait initialement raconté mon histoire. Cette fois, j'étais prête à dire toute la vérité. Dr Chen, commença l'intervieweur, votre ascension rapide dans le domaine biomédical est remarquable. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a motivé à poursuivre cette recherche? J'ai pris une profonde inspiration. Je pense qu'il est important que les jeunes scientifiques comprennent que le succès vient souvent du fait de trouver son propre chemin, même lorsque ce chemin n'est pas soutenu par les personnes dont on attendrait qu'elles soient là pour nous. J'ai raconté l'histoire avec soin et objectivité. J'ai expliqué comment on m'avait dit que je devais me débrouiller financièrement pour l'université, tandis que mes parents achetaient un appartement à ma sœur. J'ai décrit le fait de cumuler plusieurs emplois, de contracter des prêts, et de financer entièrement mes études de manière indépendante. J'ai parlé de la décision de changer de nom et de déménager à l'autre bout du pays pour saisir des opportunités de recherche. L'ironie, ai-je conclu, c'est que le fait d'être forcé de devenir indépendante m'a en fait rendue plus forte et plus déterminée. Quand on ne peut pas compter sur le soutien familial, on apprend à construire son propre réseau de soutien. Mes mentors de recherche, mes collègues de laboratoire, et la communauté universitaire sont devenus ma famille choisie. L'intervieweur était clairement fasciné. Que pensez-vous des récentes tentatives de votre famille biologique de renouer le contact suite à votre succès? Je pense que cela illustre un phénomène courant dans les familles, dis-je diplomatiquement. Parfois,
les gens n'accordent de la valeur qu'aux réussites qu'ils peuvent comprendre ou qui les valorisent. Mes parents n'ont pas vu l'intérêt de soutenir une étudiante en sciences en difficulté, mais ils sont très intéressés à être associés à une chercheuse à succès qui attire l'attention des médias. L'article, intitulé « Le prix de l'indépendance, comment le rejet familial a alimenté une percée médicale », a été publié 3 semaines plus tard. Il a été encore plus largement partagé que l'article original sur ma recherche. La réaction a été immédiate et massive. Les réseaux sociaux ont explosé de soutien de la part d'autres personnes qui avaient connu le favoritisme familial ou avaient été contraintes de réussir seules. Des scientifiques et des universitaires ont partagé leurs propres histoires de membres de leur famille qui ne comprenaient pas ou ne soutenaient pas leur travail. Le hashtag famille choisie a commencé à devenir tendance. Plus important encore pour moi, l'article a attiré l'attention d'investisseurs et de collaborateurs potentiels qui respectaient mon indépendance et ma détermination. En un mois, j'avais obtenu le financement pour ma start-up et réuni une équipe de chercheurs brillants qui voulaient m'aider à commercialiser ma technologie de stent. La réaction de ma famille biologique était prévisible. Emma a publié un long message émotionnel sur Facebook expliquant que les malentendus familiaux avaient été démesurément amplifiés par les médias et qu'elle eût prié pour la guérison et la réconciliation. Elle a inclus des photos d'enfance de nous deux et a parlé de combien sa formidable grande sœur lui manquait. Maman a accordé une interview à un journal local, affirmant qu'elle avait toujours soutenu mes études et qu'il y avait eu des malentendus concernant l'aide financière. Elle a dit qu'ils étaient navrés par ma décision de couper le contact et espérait que je reviendrais bientôt à la maison. Papa est resté silencieux publiquement, mais j'ai entendu par des connaissances communes qu'il disait aux gens que j'étais ingrate et que j'avais oublié d'où je venais. La réponse la plus révélatrice est venue lorsqu'Emma a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux. La publication incluait un appel direct. J'ai hâte que tante Anita rencontre son neveu ou sa nièce. J'espère que ma sœur mettra de côté les sentiments de blessure qui existent et fera de nouveau partie de notre famille. Ce bébé a besoin de savoir à quel point sa tante est brillante et accomplie. C'était de la manipulation émotionnelle à son paroxysme, et je ne suis pas tombé dans le piège. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la construction de quelque chose d'extraordinaire. Mon entreprise, Martinez Biomedical Solutions, a été lancé 8 mois après l'article initial. Nous avons obtenu des partenariats avec 2 grands hôpitaux pour des essais cliniques, obtenu une approbation accélérée de la FDA pour notre technologie de stent intelligent, et levé 15 millions de dollars lors d'une série de levées de fonds. Le jour où nous avons annoncé nos premiers essais humains réussis montrant une réduction de 45% des complications et des temps de récupération 30% plus rapides, j'ai ressenti une satisfaction qui n'avait rien à voir avec le fait de prouver quoi que ce soit à ma famille, mais tout à voir avec le fait de savoir que je sauvais des vies. Ce soir-là, j'ai été interviewé au journal du soir sur les résultats de l'essai. Le journaliste m'a interrogé sur ma motivation à poursuivre une recherche aussi difficile. Quand on est obligé de compter entièrement sur soi-même, dis-je en regardant directement la caméra, on découvre des capacités qu'on ne soupçonnait pas. Chaque obstacle devient une opportunité de prouver qu'on est plus fort que les circonstances qui ont tenté de nous limiter. Je n'ai jamais mentionné directement ma famille, mais quiconque suivait mon histoire a compris le message. Le succès a continué. Nos stents ont reçu l'approbation complète de la FDA et ont commencé à sauver des vies immédiatement. De grands centres médicaux du monde entier ont commencé à mettre en œuvre notre technologie. J'ai été invité à prendre la parole lors de conférences internationales et on m'a offert des postes dans des institutions de recherche prestigieuses. 3 ans après ce premier article, Forbes m'a mise en couverture comme l'une des entrepreneuses les plus innovantes du secteur de la santé. Le titre était « La révolutionnaire du cœur, comment le docteur Anita Martinez a bâti un empire médical à partir de rien ». L'article détaillait mon parcours, d'étudiante en difficulté à innovatrice biomédicale, en soulignant l'indépendance et la détermination qui avaient guidé mon succès. Il ne mentionnait mon contexte familial que brièvement, notant que j'avais surmonté des défis précoces pour construire mon propre réseau de soutien dans la communauté scientifique. À ce stade, ma famille biologique avait largement cessé d'essayer de me contacter directement. De temps en temps, Emma publiait quelque chose sur les réseaux sociaux qui semblait conçu pour attirer mon attention, généralement autour des vacances ou des événements familiaux. Maman laissait parfois des messages vocaux sur mon ancien numéro, son ton oscillant entre la blessure, la colère, et de nouveau la blessure. Mais j'en avais fini avec tout ça. J'avais construit exactement la vie que je voulais. J'avais une équipe de chercheurs brillants travaillant sur la prochaine génération de technologies médicales. J'avais une sécurité financière au-delà de tout ce que j'avais imaginé en tant qu'étudiante fauchée. J'avais le respect et la reconnaissance dans mon domaine.
Plus important encore, j'avais une famille choisie, des collègues, des mentors et des amis qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. La touche finale de justice poétique est arrivée 4 ans plus tard. J'assistais à une conférence de génie biomédical à Chicago lorsque j'ai croisé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis le lycée, David Rodriguez, qui avait été dans plusieurs de mes classes avancées. Il m'a reconnu grâce à la couverture médiatique récente et est venu discuter. « Anita, je n'arrive pas à croire que je te croise ici. J'ai vu ta couverture de Forbes. C'est incroyable, ce que tu as construit. » Nous avons parlé quelques minutes de nos carrières. Il travaillait comme ingénieur de recherche pour une société pharmaceutique. Et puis, il a mentionné quelque chose qui m'a fait marquer une pause. « En fait, j'ai vu tes parents il y a quelques mois à l'épicerie, chez nous. » Il racontait à Madame Peterson l'histoire de leur fille, la célèbre scientifique. Ta mère lui a montré des photos de tes articles de magazine sur son téléphone. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Oui. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point ils sont fiers et qu'ils ont toujours su que tu ferais quelque chose d'incroyable. Elle a dit qu'il prévoit de te rendre visite en Californie bientôt pour voir tes laboratoires. J'ai failli rire. C'est intéressant. David a semblé confus par ma réaction. Attends, ils n'ont pas vraiment l'intention de te rendre visite? David, dis-je prudemment, je n'ai pas parlé à mes parents depuis plus de 5 ans. Ils n'ont aucune idée d'où je travaille ou vis. Son visage a traversé plusieurs expressions alors qu'il assimilait cette information. Oh. Oh, waouh. Elle agissait comme si. Je veux dire, elle semblait si fière et impliquée. Je suis sûr qu'elle l'était, dis-je. Les gens s'attribuent souvent le mérite de succès auquel ils n'ont rien à voir. Cette conversation a confirmé tout ce que je soupçonnais sur la manière dont ma famille gérait publiquement mon succès. Ils se prélassaient dans une gloire indirecte, racontant à qui voulait l'entendre l'histoire de leur brillante fille, en omettant commodément la partie où ils m'avaient renié et m'avaient dit que je devais me débrouiller seul. C'était la fin parfaite de l'histoire, vraiment. Ils avaient voulu une fille qui les mettrait en valeur. Et à la fin, c'est exactement ce qu'ils ont eu. Sauf que je n'étais plus vraiment leur fille, dans un sens significatif. J'étais le docteur Anita Martinez, une entrepreneure et innovatrice médicale à succès qui se trouvait partager un peu d'ADN avec des gens qui n'avaient jamais cru en son potentiel. Le dernier message que j'ai reçu de l'un d'eux était un message Facebook d'Emma, à Noël dernier. « Anita, je sais que tu ne liras probablement pas ceci, mais je voulais que tu saches que je parle tout le temps de sa tante Anita à mon fils. Je lui montre des photos de toi dans les magazines et je lui dis à quel point tu es intelligente et brillante. J'espère qu'un jour tu le rencontreras. Il aurait tellement de chances de te connaître. Je t'aime, et je suis désolé pour tout ce que j'ai pu faire pour te perdre. » Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. La vérité, c'est que je ne ressens plus de colère. Je ne me sens pas blessé, ni rejeté, ni comme si je manquais des liens familiaux. Ce que je ressens, c'est de la gratitude. Mes parents m'ont rendu le plus grand service de ma vie quand ils m'ont dit que je devais me débrouiller financièrement. Ils m'ont forcé à devenir indépendante, à construire mon propre réseau de soutien, à compter sur mes propres capacités. Sans ce rejet, je serais peut-être resté près de chez moi, j'aurais accepté la médiocrité, et je ne me serais jamais poussé à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Emma a eu un appartement pour son 21e anniversaire. Moi, j'ai eu la motivation de changer le monde. Je pense que j'ai fait la meilleure affaire. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je dirige une entreprise évaluée à plus de 75 millions de dollars. Nos dispositifs médicaux ont été utilisés dans plus de 15 000 interventions chirurgicales dans le monde. Je possède une belle maison à Palo Alto, je conduis la voiture de mes rêves, et je voyage à l'international pour des conférences et des discours. Plus important encore, je suis entouré de gens qui ont choisi d'être dans ma vie parce qu'ils apprécient qui je suis et ce que j'apporte. Mon équipe dans l'entreprise est comme une famille. Mes collaborateurs de recherche du monde entier sont des amis avec qui j'aime sincèrement passer du temps. Le docteur Martinez, que j'appelle maintenant par son prénom, Linda, est comme la mère que je n'ai jamais eu, quelqu'un qui a cru en mon potentiel même quand je n'y croyais pas moi-même. Parfois, je me demande si ma famille biologique voit mon succès et regrette ses choix. Je me demande s'ils comprennent que le rejet n'était pas seulement une occasion manquée de me soutenir, mais une occasion manquée de faire partie de quelque chose de significatif et de révolutionnaire. Mais la plupart du temps, je ne pense pas du tout à eux. Je suis trop occupé à construire l'avenir.
Mise à jour, beaucoup de gens m'ont demandé si je prévoyais un jour de me réconcilier avec ma famille. La réponse est non. Et voici pourquoi. La réconciliation exige la reconnaissance des torts et un changement sincère. Ce que j'ai vu de ma part de ma famille, c'est de la posture publique, de la manipulation émotionnelle, et des tentatives de profiter d'un succès qu'ils n'ont en rien soutenu. La vraie famille, ce n'est pas une question d'ADN partagé. C'est être présent, croire les uns en les autres, et se soutenir dans les moments difficiles. Ma famille choisit l'a fait de manière constante. Ma famille biologique a prouvé qu'elle n'est intéressée que par les meilleurs moments. Je suis exactement là où je suis censé être, avec exactement les personnes qui ont leur place dans ma vie. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une confrontation dramatique. C'est de construire quelque chose de si extraordinaire que les personnes qui vous ont rejeté deviennent sans importance pour votre bonheur. Ils ont dit que je devais me débrouiller financièrement. Ils avaient raison. Et cette indépendance est devenue le fondement de tout ce que j'ai accompli. Je ne changerai absolument rien.